Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Tout de suite les titres de cette édition. La Centrafrique, toujours dans l'actualité, le Parlement français vote la prolongation de l'opération Sangaris. Par ailleurs, la situation humanitaire reste critique. Reportage dans ce journal de nos envoyés spéciaux. Au Maroc, manifestation de plusieurs milliers de personnes devant l'ambassade de France. Une semaine que la querelle diplomatique perdure entre Paris et Rabat. Au Cameroun, libre après 17 ans de prison, le Français Michel Thierry Atangana et le Camerounais Titus Edzoa, libérés suite à un décret présidentiel. Michel Thierry Atangana attend son retour en France. Son fils sera notre invité sur ce plateau. La situation sécuritaire en Centrafrique, il en était en partie question au Parlement français cet après-midi. L'Assemblée nationale a voté la poursuite de l'opération Sangaris dans le pays. Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a défendu le bilan de cette intervention entamée le 5 décembre dernier. Écoutez-le. Cette intervention a permis d'éviter la destruction totale de la Centrafrique. L'action et le courage de nos soldats forcent l'admiration. Les conditions sont réunies pour qu'un accompagnement international robuste, militaire, humanitaire et politique permette à la Centrafrique de retrouver le chemin de la paix. D'ici là, il nous revient de continuer à assumer nos responsabilités. Je le sais, c'est un défi, mais c'est aussi l'honneur de la France. Et tous les groupes politiques ont donné leur feu vert, y compris l'opposition. Écoutez cette déclaration de Bruno Le Maire de l'UMP. Je dis non à une stratégie politique, diplomatique, qui ne permettra pas de sécuriser le pays, d'offrir une vraie perspective politique à la Centrafrique et d'éviter les risques d'affrontements interethniques que nous voyons se multiplier depuis plusieurs semaines. La bonne stratégie, c'est celle que je réclame depuis plusieurs mois. Celle qui consiste à avoir une opération de maintien de la paix, validée par les Nations Unies, impliquant tous nos partenaires internationaux. Et d'abord les partenaires européens, mais aussi notre partenaire américain. La bonne stratégie, c'est celle qui consiste à définir une perspective politique sur le long terme pour la Centrafrique. Et nous restons en Centrafrique où, je vous le disais, sur le terrain, la crise humanitaire reste critique. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux James André et Chris Moore ont assisté à l'arrivée d'un convoi escorté par la MISCA, les forces africaines. Un peu de soulagement dans une ville en proie à la pénurie. Ils arrivent tout droit du Cameroun. Plus de 100 camions chargés de denrées vitales pour la population de Bangui. Les 600 derniers kilomètres depuis la frontière sont loin d'être sûrs. C'est vrai, il y a eu des petites embuscades, mais bon, ça va. Le convoi a été escorté par des soldats burundais de la MISCA. Bonjour. Voilà. Le général Toumenta remercie les chauffeurs après leur périlleux voyage. Malgré le travail des forces françaises et africaines, des groupes armés continuent d'essayer de barrer cette voie d'approvisionnement cruciale pour la Centrafrique. Il va falloir mettre un système de protection et de sécurisation le long de cet axe pour que le trafic sur cet axe reste vraiment fluide jour et de nuit. Et ça, c'est dans un avenir assez long. Des tonnes de marchandises sont déchargées. Sel, savon, poissons séchés vont rejoindre les marchés de la ville où la pénurie se fait sentir. Les denrées chargées sur ces camions étaient très attendues ici à Bangui. D'une part, pour éviter l'explosion des prix sur les marchés, et d'autre part, et surtout, elles sont vitales pour les dizaines de milliers de réfugiés qui sont encore dans les camps à l'intérieur de la ville. Au moins 30 000 déplacés s'entassent au camp Don Bosco. Durant plus d'un mois, il n'y a pas eu de distribution de nourriture ici. Et la vie est de plus en plus difficile. Depuis le 6 décembre, nous sommes là. Nous ne mangeons pas. Nous souffrons. Savons pour laver de l'eau, ce n'est pas là. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial distribue des vivres. Hors pont aérien, l'organisation dépend, comme le reste de la ville, sur les camions qui arrivent du Cameroun. On s'est retrouvé il y a 2 semaines avec pratiquement plus de nourriture à distribuer. Nos stocks étaient devenus pratiquement à zéro. La chose importante, c'est de pouvoir avoir une route suffisamment sûre pour que le transit des camions se fasse de façon régulière. Parce que maintenant, ce qui est crucial, c'est d'amener la nourriture dans des zones du pays qui sont également affectées avant que la saison des pluies ne commence et que les routes deviennent impassables. Les forces africaines de la MISCA cherchent à tripler le nombre de convois depuis le Cameroun. D'ici là, le risque de pénurie est bien réel.
C'est l'autre titre de ce journal, la querelle qui persiste entre Rabat et Paris. Et pourtant, François Hollande a tenté par téléphone de désamorcer la crise diplomatique avec le roi Mohamed VI, ce qui n'a pas empêché plusieurs milliers de personnes de manifester devant l'ambassade de France au Maroc. Retour sur une semaine de crise diplomatique avec Jonathan Walsh. L'ambassade de France à Rabat, cernée par des manifestants. Ils sont des milliers venus mardi faire part de leur colère ou de leur incompréhension. Avec cette marche civile, le peuple veut réagir contre le comportement irresponsable des diplomates français. Cela nous rappelle une époque humiliante des relations entre la France et le Maroc. Les deux pays sont pourtant de proches alliés, mais les sujets de tension s'accumulent depuis quelques jours. Il y a d'abord ces propos prêtés à l'ambassadeur français à l'ONU. D'après le journal Le Monde, il aurait qualifié le Maroc de maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, sans en être particulièrement amoureux. Scandaleux et inadmissible, répond Rabat. De son côté, Paris dément. Jeudi dernier, nouvelle pomme de discorde. Une ONG française dépose plainte contre le patron du renseignement marocain pour complicité de torture. Ce dernier, alors en France, reçoit une visite de la police qui vient lui remettre sa convocation en justice. Les autorités marocaines ont rejeté ces accusations et convoqué l'ambassadeur de France dans la foulée. Mais pas question de se fâcher pour de bon. Comme le montrent ces images datant de l'année dernière, François Hollande et Mohamed VI ont pour habitude d'afficher leur bonne entente. Alors le président français a passé un coup de téléphone au roi du Maroc lundi. Objectif, l'assurer de l'amitié constante de son pays et dissiper les malentendus, explique l'Élysée. Cette querelle ne serait donc que passagère. Je vous l'annonçais en titre, au Cameroun, le Français Michel Thierry Atangana est un homme libre. Après 17 ans de prison, pour rappel, il avait été interpellé peu après l'arrestation de l'un des hommes les plus puissants du régime de Paul Biya, Titus Edzoa, qui a également été libéré lundi soir. Et avec nous sur ce plateau, son fils Eric Atangana. Eric Atangana, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous eu votre père au téléphone ? Alors oui, je l'ai eu au téléphone cet après-midi. Il était heureux, pas euphorique parce qu'il était un peu perdu. Là, il commence vraiment à réaliser ce qui est en train de lui arriver. Donc bon, c'est quand même énormément de bonheur et un soulagement pour moi, ma famille et surtout aussi le comité de soutien. Comment va-t-il concrètement ? Alors là, il est encore un peu sous le choc de sa libération. Bon, il l'a vécu comme un véritable soulagement, c'est vrai, mais il y a aussi énormément de tension qui est en train de redescendre et il va falloir gérer ça avec lui. Donc actuellement, il a l'ambassade, les personnes s'occupent de lui, j'ai totalement confiance en eux. Mais voilà, c'est un soulagement et on va voir pour ce qu'il se fasse rapatrier bientôt. Ça fait 17 ans que vous ne l'avez pas vu. 17 ans, c'est long. C'est extrêmement long. Ça a été un combat qui a été extrêmement difficile aussi. On a vécu énormément de moments difficiles, de désillusions. Pendant longtemps, on ne savait plus quoi faire pour qu'il s'en sorte et qu'on se retrouve enfin. Donc maintenant, voilà, qu'on y est arrivé, malgré avec tous les tours de force qu'on a dû avoir entre les prises de décision politiques de François Hollande, le travail de l'ambassade du Cameroun qui a été exceptionnel, le comité de soutien qui a fait en sorte qu'il y ait un appui médiatique sur cette affaire et la famille qui a continué à soutenir mon père et à être en action avec le comité de soutien. On est tous heureux que mon père soit enfin libéré. Et justement, la suite, c'est un retour en France. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il devrait arriver à Paris pour vous rejoindre ? Alors, on n'a pas encore de date exacte. Moi, j'espère qu'il prenne l'avion demain pour que soit demain en fin de journée ou jeudi matin, il soit arrivé en France et qu'on puisse enfin le voir et le prendre dans nos bras surtout. Voilà, mais bon, là, on le laisse encore comprendre ce qui lui arrive et commencer à le laisser... la pression descende surtout. Est-ce que vous savez s'il a déjà des projets à son retour ? Voilà, donc, bon, dans un premier temps, on va vraiment faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il ne soit pas déboussolé parce que c'est important. Là, il n'y a pas de cadre pour gérer la tension qu'il a vécue. Donc on va vraiment être à l'écoute de ce qu'il veut faire, de comment il va. Et je pense que les projets, on va tout de suite les voir quand il pourra parler et se sentir bien surtout.
Merci beaucoup, Erika Tangana, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour une bonne nouvelle, enfin, après des années de combat. Un vrai soulagement. Et nous restons dans l'actualité. Nous restons dans l'actualité africaine. Et avant de fermer ce journal, sachez qu'au Nigeria, des miliciens supposés d'appartenir à la secte Boko Haram ont incendié un pensionnat dans le nord-est du pays. Bilan, 43 élèves tués. Boko Haram mène une insurrection armée depuis 4 ans et demi pour tenter d'imposer un État islamique dans le nord du Nigeria. Les attaques imputées à Boko Haram au cours de la semaine écoulée ont fait plus de 200 morts et un village entier a été rasé. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans 1 heure pour un nouveau journal de l'Afrique. Restez sur France 24. Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. Merci.